Yo Manon, comment? Salut FX, ça va super bien et toi? Ça va, hein, tranquille? T'es où là? Alors à domicile, là, chez mon copain, tranquillement posé, on vient de finir une petite séance de sport, donc voilà. La reprise, c'est Exactement. important. Dis-moi, il y a quoi de spécial avec les bubble tea? Parce que tu raffoles des bubble tea, moi c'est pas trop mon délire. En plus, tu dis ça, genre regarde ce qu'il y a jusqu'ici. Non, mais ce truc-là, c'est une drogue. C'est clairement une drogue. Moi je l'admets, hein, des gens, c'est la cigarette, d'autres le café, moi, c'est les bubble tea. Ce truc-là, oh là là, je sais pas pourquoi. Genre, je sais pas, c'est juste trop bien. Ok, et c'est où le meilleur bubble tea que t'aies jamais goûté, c'est où? Pas loin de République, entre Temple et République, il s'appelle Xing Fu Tang, et celui-là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Sinon, t'as fait quoi comme étude? Alors, j'ai fait tellement de trucs. J'ai commencé à la base par du droit international, donc j'ai réussi à tenir 2 ans. J'avais commencé à Lyon, je suis revenue à la Sorbonne. Après, j'ai tout lâché parce que tu sais, le droit, c'est bien, mais c'est beaucoup d'apprentissage de bouquins. Donc Ouais. après ça, j'ai fini ma licence dans une LEA, commerce international, parce que ça pouvait en fait me préparer à plein de matières en même temps pour pouvoir attaquer les concours d'école de journalisme. Et bah, j'ai fait mon master en presse féminine. Voilà. Ok. Et t'as eu quand ce déclic pour le journalisme? Je l'ai toujours eu. Je pense que, comme m'a dit mon père, son propre père, donc mon grand-père paternel lui-même, il était dans le journalisme. Donc c'est un truc, tu sais, qui peut se transmettre comme ça sans que tu saches vraiment. Donc en vrai, depuis que je suis toute petite, mais tu sais, les profs au lycée, c'était là en mode, non mais Manon, si tu vas là-dedans, tu n'auras pas de taf. Donc essaye de trouver quelque chose de plus stable. J'avais mis ça grave de côté. Mais c'est revenu, tu sais, à ce moment, t'en as ras-le-bol quand t'es à la fac. Tu fais des trucs que t'aimes pas. Et t'es là, tu te dis, écoute, en vrai, j'ai qu'une vie, genre, j'ai pas envie d'être jusqu'à la retraite à faire des trucs que j'aime pas, quoi. Ouais. C'est vrai, quand j'ai écrit, je crois en septembre, j'ai écrit un article pour expliquer pourquoi j'ai arrêté mes études. T'as C'était super plein de bien. jeunes qui sont venus me voir en mode ouais, moi aussi ça me plaît pas ce que je fais, mais tu sais, les parents, blablabla. Toi, Voilà. comment t'as réussi à assumer en fait ta décision de changer d'études? Ça a été vraiment hyper. Ça a été horrible, hein. Non, réellement, avec les parents, je peux le dire, en tout cas avec la maman surtout, parce que quand elle a reçu, vu que les notes arrivent à domicile, en fait, Ouais. pour les derniers partiels de ma L2 de droit, elle a vu que je suis pas allée au partiel, tout simplement. Elle voyait absent, absent, même pas zéro, absent, tu vois, à chaque truc. Et je lui ai dit, bah, en fait, j'y suis pas allée parce que je veux arrêter. Donc, ça a été une grosse cassure. Elle a mis facilement 4 5 mois avant d'accepter que je change, mais ça a fini par venir. C'est le temps que c'est, je pense, que le parent voit que tu as un vrai projet, que tu as déjà visé des écoles, que tu sais où tu veux aller et comment tu veux y aller. Le temps qui est tout ça, c'est la panique. Mais après, c'est aller Mm. tranquille. Donc, il faut vraiment présenter un projet aux parents pour les rassurer en quelque sorte. Exactement. Parce que bon, après, c'est normal, tu vois, c'est tes parents, ils veulent ta sécurité au niveau du taf. Surtout, on sait qu'aujourd'hui, même si tu as des diplômes, ça sert absolument à rien. Donc, à partir du moment où je pense que tu viens avec un vrai projet, si ton parent, il veut vraiment t'accompagner et te booster dans un truc qui te fait envie, ce sera bon. Ça roule, ça roule. Et après ça, donc, t'as commencé à travailler, tu as été rédactrice pour plusieurs magazines, médias en ligne. C'est comment le métier de rédacteur? C'est super cool. Ça demande beaucoup de temps après, mais super cool. J'avais commencé chez Marie-Claire en psycho, sexo, couple, et après j'étais en beauté chez Gradia. Donc en fait, c'est le feu. C'est le feu parce que vu que c'est vraiment ce que je voulais faire, quand t'es dedans, t'as pas l'impression de travailler. Donc à la base, mes horaires, c'est plutôt du 9h-17h, 9h-18h. Des fois, j'étais là jusqu'à 20h, 21h, mais je m'en rendais pas compte parce que je faisais que des trucs que je kiffais. J'étais pas en train de me dire, ah non, vas-y, j'ai offert 3 heures à mon employeur. Tu sais, tu te dis pas les choses de cette manière-là. C'était vraiment que échanger avec des gens dans les domaines qui m'intéressent, rencontrer des personnes, découvrir des concepts, des produits et tout ça, c'était super cool. C'était vraiment super cool. Puis pouvoir écrire toute la journée, absolument le pied, quoi. Donc, c'est important de matcher passion et travail. Pour moi, c'est primordial parce que sinon, tu peux pas tenir jusqu'à la retraite, en fait. Il y a un moment où tu vas obligatoirement craquer. C'est soit tu vas tenir jusqu'à la fin, mais ta vie, ce sera un enfer, ou bien tu vas craquer tôt ou tard. Et le problème, c'est que si tu craques quand tu as déjà, genre, tes 3 enfants à charge et peut-être un crédit sur une maison, c'est peut-être pas le meilleur moment, tu vois, pour faire un revirement C'est à un peu chaud, 360. de ouf. Et après rédactrice, ça a été blogueuse. Ça a été comment la transition de rédacteur à blogueuse? Plutôt facile parce qu'en vrai, tu restes sur de l'écriture, surtout que moi, bah, étant donné que j'étais journaliste sur du web, tu restes sur du web. Donc là-dessus, franchement, c'était hyper easy. C'était une continuité du truc, en fait, mais là, je pouvais parler encore plus librement, en fait. Ouais, t'avais déjà les bases, quoi. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et ça a été comment tes débuts en tant que blogueuse? Comment tu t'es lancée, Bah, etc.
Les débuts, ils sont longs parce qu'en vrai, je me suis lancée pour la toute première fois, genre vers 2013, quand j'ai commencé ma première année de licence. Mais à ce moment-là, je le prenais pas trop au sérieux. C'est que sur les coups de 2018 que je me suis dit, ouais, tiens, on se lance et viens, on se met une vraie rigueur. Donc au début, c'est difficile parce que tu as ton taf. Tu essayes d'avoir une rigueur sur ton blog. Donc ce qui fait que tu sais, ton temps perso, il disparaît doucement mais sûrement. Donc au début, quand tu te lances, c'est un peu difficile. T'as pas de repères et tout. Mm. Et justement, toi, comment tu gérais entre ton temps perso et le temps consacré à tes activités? Je le gérais hyper mal. Sincèrement, je m'en rends grave aujourd'hui, hein. Je suis hyper honnête, je le gérais hyper mal. C'est-à-dire que des fois, j'étais en train de d'écrire, de préparer des brouillons pour mon blog. Il était 3 heures du matin, enfin, ça n'a pas de sens, alors que mon réveil, il sonnait à 7h30, 8h. Donc, ça n'a clairement pas de sens de faire les trucs comme ça. Parce que si je voulais avoir un minimum de vie sociale, donc voir mes potes, bah, j'étais obligée de me dire que ouais, le blog, ça passe après eux. Mais donc, c'était à des horaires qui avaient aucun sens. Donc, au bout d'un moment, c'était devenu chaud. C'est soit je voyais plus mes potes et je pouvais bloguer, soit je bloguais à pas d'heure. Donc, ouais, c'était compliqué au début, hein. C'est important d'avoir une discipline. C'est sûr, c'est sûr. Et ça, c'est des potes blogueuses hein, qui me l'ont appris après. Elles m'ont dit, il faut que tu te fasses un planning, en fait. Parce que si tu ne te fais pas un planning en respectant des temps impartis, tu vas te noyer tellement vite. Et c'est ce que j'ai remarqué. Donc, du coup, c'est quoi une journée type de Derinthia? Fou là là. Alors déjà, Derinthia, elle se lève tard. La flemmarde. Vu qu'elle se couche tard, elle se lève tard. Je suis jamais au lit avant 1 ou 2 heures du matin, donc je suis jamais debout avant environ 10 heures, tu vois. Mais dès le réveil, c'est les notifications, c'est le tri des notifs, c'est répondre à pas mal de DM, préparer les premières stories, parce que ça, c'est important d'être toujours sur le qui-vive. Regarder les news aussi, parce qu'étant donné que moi, je traite beaucoup des news, faut que je sache tout ce qui a pu se passer récemment. Et après, au fil de la journée, c'est du tri, des réponses de mails, préparer des vidéos, des scripts, tourner, montage et tout ça, quoi. Les journées sont jamais les mêmes, vu que, par exemple, tout à l'heure, je vais aller prendre des vidéos pour ma chaîne. Après, je vais prendre des photos pour Insta. Mais demain, par exemple, ce sera quasiment que des calls avec des agences, tu vois. Donc, ça dépend vraiment. Il n'y a pas une journée type, mais ça a ce même rythme entre les notifs, les mails et préparer les prochaines vidéos. C'est surtout ça. Le métier d'influenceur, de blogueuse, c'est vraiment beaucoup de travail. C'est énormément de travail de fond. C'est pour ça que, tu sais, quand t'entends les gens qui sont là en mode, ouais, ils ont grave la belle vie d'artiste et tout, je dis, ouais, il n'y a pas de souci. Vous voyez l'extérieur, c'est tout doré, on se fait des cadeaux, on va en voyage, c'est vrai. Mais c'est énormément de travail pour préparer son contenu, surtout quand tu veux que ce soit bien préparé. Mm. Et du coup, tu parlais donc, des relations avec les agences, recevoir des contenus, etc. Comment tu monétises en fait ton activité d'influenceuse? Alors, sur YouTube, c'est assez simple. Je reçois en fait un virement tous les 23 du mois par YouTube par la fonction qui s'appelle AdSense, qui en fait, ça répertorie tout l'argent des pubs et des vues. Ça te condense les deux, donc tu as un virement tous les mois. Puis après, tu as bien sûr les placements de produits. Ça peut être un produit, tu sais, en physique que je peux promouvoir, genre un produit de beauté, comme un service, par exemple, pour une entreprise de cashback. J'y pense parce que là, par exemple, ça va arriver d'ici cette semaine sur ma chaîne. Et après, tu as aussi les partenariats sur Insta. Il y en a moins sur Insta que sur YouTube, vu que je suis beaucoup plus active sur YouTube. Mm. Mais certains mois, c'est Insta qui va beaucoup plus me rémunérer que YouTube. Donc c'est un peu des deux, quoi. Ok, donc c'est de la rémunération en fonction des produits placés, etc., des collaborations. Exactement, parce qu'avec les vues, en fait, ça te fait une base qui, indépendamment des mois, tu sais, je peux aller genre de 1003 à 3000, mais c'est vraiment fluctuant. C'est vraiment fluctuant, tu seras jamais certain de ce qui va arriver le mois prochain. Donc, avec tout ce qui est placement de produits, c'est ce qui te permet d'engranger plus, ouais. Ok. Et du coup, comment tu choisis tes partenariats? En fonction déjà des gens qui me correspondent vraiment. Parce que déjà, bon, très souvent, les entreprises, elles regardent un minimum ta chaîne, au moins pour être sûr que ça colle. Et après, moi, j'aime bien soit ceux qui sont un peu engagés, soit ceux qui sont juste un peu fun et qui parlent aux jeunes. Parce qu'étant donné que moi, je me dis que mon contenu, il parle à ma génération, j'aime bien que mes partenariats parlent aussi à ma génération. Par exemple, un truc tout bête, les trucs de cashback, c'est cool pour les jeunes parce que quand tu dépenses et que ton argent revient, tu es assez heureux à notre âge quand tu pas encore millionnaire, tu vois. Ça fait des petites économies, des De trucs comme ouf. ça. J'aime bien voir mes partenariats comme ça, que vraiment il y ait aussi un bonus pour mes abonnés. Pas juste moi qui ai un virement à la fin du mois, en fait. Sinon, ça sert à rien. C'est clair. Et du coup, si tu étais une entreprise, comment tu approcherais une influenceuse avec qui tu souhaites collaborer? Alors, première chose déjà, c'est de ne pas envoyer un mail dans des chaînes de mails où tu vois les mails de plein d'autres influenceurs. Parce que ça, c'est le truc où tu sais que c'était pas que pour toi. Donc, uniquement viser cette personne-là.
l'appeler par son prénom. Déjà, rien que ça, par son vrai prénom, hein. Pas ceux qui m'appellent Tia ou Dering Tia. Alors que tu sais, mon prénom, je le dis dans toutes mes vidéos, qu'il est dans ma bio Instagram. Donc déjà, quand tu tapes avec le prénom de la personne et que tu lui montres en fait que tu t'intéresses à son contenu, genre moi, quand je reçois un mail où on me dit j'adore ton engagement, j'aime beaucoup tes prises de position dans tes vidéos, je sais que la personne a au moins un minimum regardé ce que je fais. Donc juste de s'intéresser à la personne et à son contenu, ça change tout. Ça change vraiment tout. Tu peux même avoir un produit ou un service qui est basique. Ça va tout changer en fait, l'approche et l'échange que tu auras avec l'entreprise ou l'agence en fait. Ok. Donc vraiment s'intéresser à l'influenceur aussi, mais à la personne. Exactement, exactement. Important. Et du coup, est-ce que tu as l'impression que certaines marques ne respectent pas les influenceurs et le métier des influenceurs? Presque la majeure partie en fin de compte, hein. Presque la majeure partie parce que je pense qu'elle voit ça uniquement, c'est comme un panneau publicitaire. Pour elle, à mon avis, c'est pas encore une puissance de frappe alors que je pense qu'ils se rendent pas compte de l'argent que ça engrange ce métier-là. Et je pense qu'ils devraient prendre ça un peu plus au sérieux. Pour eux, comme je t'ai dit, c'est juste un panneau publicitaire pour l'instant, mais il y en a qui commencent doucement mais sûrement à ouvrir les yeux et à avoir un peu plus de considération. Mm. Et toujours dans ce cadre-là, on va parler d'une affaire Emma Cake Cup. Hein. Est-ce que tu peux rappeler rapidement les faits pour ceux qui ne sont pas au courant? Ouais, donc ce qui s'est passé, c'est que l'an dernier, j'avais décidé de tourner une vidéo au début de l'an dernier bah, sur elle et son copain et sur les arnaques qui font subir à leurs abonnés. Donc en mettant en avant en fait plein d'entreprises qui font du dropshipping. Le dropshipping qui est totalement légal, il n'y a absolument aucun souci, mais le problème c'est la transparence. Quand tu dis qu'un produit, par exemple une montre, est fabriquée en Suisse alors qu'elle est fabriquée en Chine et que c'est un sous-traitant d'AliExpress qui l'a fait, le prix n'est pas censé être le même, tu vois. Et donc, j'avais fait une vidéo pour parler de tout ça et mettre ça en avant parce qu'ils ont un public qui est très jeune, qui demande la carte bleue à papa-maman, qui se fait arnaquer hyper facilement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que un mois après la vidéo, j'ai reçu un mail de ces huissiers qui me demandait, non, qui me donnait 24 heures pour l'enlever. Je ne leur ai pas répondu. Ils m'ont envoyé des courriers accusés de réception pour me donner 48 heures supplémentaires. Je leur ai répondu cette fois-ci en leur disant que ma liberté d'expression fait que je ne vais pas l'enlever. Et après ça, bah, elle m'a donc collé un procès. Voilà. Pour diffamation. Le procès Exact. elle s'est depuis retirée de Ouais, sa plainte. Mais ouais. du coup, en fait, cette histoire, ça a levé un débat un peu sur le métier d'influenceur, parce que c'est un nouveau métier qui est arrivé très récemment. Et Exact. est-ce que tu penses que c'est un métier qui manque un peu d'encadrement légal? Qui manque totalement d'encadrement légal. Totalement. Totalement, parce que justement, tu vois, par rapport à cette affaire, moi, je savais que j'étais pas du tout en tort quand je parlais de ce qu'elle faisait. Elle pensait qu'elle était dans le juste, ce qui n'était pas du tout le cas, raison pour laquelle elle s'est retirée. Mais ça a montré que, ouais, il n'y a aucun cadre légal et que, excepté quand tu envoies une facture à une entreprise et quand tu signes un contrat pour un partenariat, il n'y a aucun cadre juridique, il n'y a rien, absolument rien. Et ça, c'est un truc qui devrait être encadré tôt ou tard. Pas obligatoirement pour que l'État perçoive de l'argent sur nos revenus, ça je m'en fiche, dans tous les cas il le fera, mais pour au moins qu'il y ait quelque chose d'un minimum droit en fait. Mm. Et par exemple, on a vu Instagram, maintenant, ils essayent d'un peu de renforcer les contrôles à ce niveau-là. Ils essayent de juste, par exemple, quand tu fais un partenariat avec une marque, tu es obligé de mettre la mention Ouais. paid partnership. Mais est-ce que c'est pas encore un peu trop léger? C'est hyper léger parce que parmi pas mal de gros influenceurs que je follow, dans leur story Instagram, quand ils ont des partenariats, je sais que c'est un partenariat parce que tu vois d'autres personnes promouvoir le même produit le même jour, ça, voilà, tu le sens, Mm. bah, ils n'auront pas du tout mis cette mention-là et il leur arrivera absolument rien. Donc c'est ça le souci, c'est que ça te le dit, c'est sûr et certain, il faut l'écrire. Ok, on a tous reçu les mails et on les reçoit même assez souvent comme rappel, mais en attendant, si tu le fais pas, bah il se passe rien en fait. Donc c'est bien beau de mettre une règle, mais sauf que si derrière on tape pas sur les doigts à ceux qui la suivent pas, ça sert absolument à rien. Est-ce qu'on peut parler de devoir moral des influenceurs vis-à-vis de leurs abonnés? Totalement, parce que justement, tu vois, j'en parlais très récemment avec des potes par rapport à ce cadre-là précis. C'est que quand tu suis un influenceur, pour toi, c'est un peu une source de conseils sur quelque chose, tu vois. Par exemple, une fille qui est en beauté, ça va être une source de conseils sur du skincare, une fille en make-up, pareil. Mais donc, si elle a un partenariat rémunéré, mais qu'elle te dit pas qu'il est rémunéré, toi, tu vas juste te dire, elle me conseille tel produit parce qu'elle l'aime.
Et donc, tu vas aller l'acheter parce que tu diras, c'est un conseil de la fille que j'admire, entre guillemets, tu vois. Mais sauf que derrière, tu sais pas du tout quelle sera la qualité de ce produit et son devoir moral, il sera mais à zéro, absolument à zéro. Et ça, je trouve ça hyper nul. Hyper, hyper nul parce que t'as aucune moralité à partir de là et c'est très naze, en fait. C'est ça. Donc, faut vraiment que les influenceurs prennent conscience que tu vois, dans le processus d'achat d'une personne, Mm. ils jouent le rôle de prescripteur. On va Exactement. parler de termes, on va utiliser ce que j'ai appris à l'école un peu, même si mon diplôme, il est même pas affiché, je sais même pas où est-ce qu'il est. Il doit être d'entre les boîtes de chaussures là. Ils ont joué le rôle de prescripteur. Et est-ce que c'est un rôle dont tu as conscience H24 ou c'est seulement quand tu fais tes posts? Non, non, ça je m'en rends vraiment compte parce que quand tu as une personne qui vient juste me demander un conseil, genre qui est par exemple à Sephora en train de vouloir acheter des produits et qui me dit ouais Manon, pour tel type de peau, est-ce que tu penses que ça ou ça ce serait mieux? Et je suis en train de me dire mais je suis pas dermato, genre je suis pas spécialisée là-dedans et là tu te rends compte que ton avis, il a vraiment mais un réel impact, vraiment. C'est pas un petit truc que les gens regardent de temps en temps dans les stories en fait. Mm. Et même, on parle d'avis, on parle d'achat, etc. Mais aujourd'hui, on a vu avec tout ce qui se passe dans le monde que ça va au-delà, ça va bien au-delà. Toi, tu le Mm. fais de manière systématique, c'est-à-dire que tu prends position, tu prends parti sur des problèmes sociaux. Ouais. Pourquoi, selon toi, ces influenceurs, certains influenceurs, tardent à se positionner sur des sujets qui les concernent potentiellement? Pour moi, bah, il y a deux catégories. Il y a soit ça les concerne, mais ils n'ont jamais été touchés, parce qu'encore une fois, par exemple, si on va parler de racisme, tu peux être noir et ne jamais avoir vécu de racisme direct. Donc, ils vont pas se sentir vraiment concernés. Et il y a aussi ceux qui ont envie de garder une image lisse. Il y a vraiment ces deux équipes. Ceux qui sont pas concernés directement et ceux qui veulent garder une image lisse et pas justement prendre position. Mm. Et tu penses que un influenceur doit se positionner, doit prendre parole sur ces sujets-là? Ouais, pour moi, quel que soit le sujet qui t'importe, tu dois prendre parole. Par exemple, là, tout ce qui concernait George Floyd et tout le mouvement Black Lives Matter, t'es pas obligé de faire une story de 10 minutes ou de tourner une vidéo, il n'y a pas de souci, mais au moins déjà de relayer le contenu d'autres personnes qui sont spécialisées dans ces domaines-là. Ne serait-ce que ça. Et après, si les gens, ils ont d'autres sujets qui leur tiennent à cœur, comme par exemple la défense de la protection animale ou de la planète et nos écosystèmes, faut prendre parole. Dès qu'il y a un truc qui te motive et que tu es influenceur, enfin, tu as une base de personnes qui te suivent qui est hyper importante quand même. Tu as un message qui peut justement en apprendre beaucoup à certains qui s'y connaissaient pas. Donc tu dois prendre position à mon sens. Mm. Et tu sais, là, on parle de ce qui nous passionne, de ce qui nous touche. Mhm. Mais quand on est influenceur, au même titre que lorsqu'on est une marque, est-ce qu'on ne doit pas aussi penser à qui est dans ma fanbase, qui me suit, et savoir se positionner aussi sur les sujets qui touchent nos abonnés et pas seulement que nous directement? Bah écoute, je pense que tu dois faire un mélange des deux parce qu'il ne faut pas oublier que tes réseaux sociaux, ce sont tes réseaux sociaux. Donc à l'origine, c'est toi qui les gères comme tu l'entends. Mais après, totalement, il faut un minimum aussi créer du contenu qui va intéresser ton audience. Et ça, c'est un truc, j'essaie de mêler les deux. Pas obligatoirement de faire que des trucs que mes abonnés veulent parce que après, sinon, c'est la chaîne de mes abonnés, c'est pas la mienne. Mhm. Mais je pense qu'il faut faire un minimum des deux. En fait, on flirte entre la liberté de publier ce qu'on veut et le devoir de répondre aux attentes de nos abonnés. Exactement. Constamment entre les deux. Exactement, ouais. Ouais. Toi, c'est quoi ton expérience de femme noire aujourd'hui à Paris? C'est quoi d'être une femme noire? C'est difficile, surtout que moi, étant donné que je suis issue de la mixité, c'est d'autant plus Mm. difficile parce que d'un côté, j'ai tu sais, constamment envie de me définir en tant que justement métisse noire et blanche, mais d'un autre côté, tous les jours, en fait, tout ce qu'on me rappelle, c'est que je suis noire et uniquement noire. Donc il y a ce truc-là déjà où je suis en train de me dire j'ai envie d'assumer et d'aimer ma double culture, mais il y en a une seule vers laquelle on me rattache, et cette culture-là, c'est celle qui a justement le plus de mal à trouver sa place en France, et pourtant je suis sur Paris. T'es dans une capitale qui est cosmopolite de dingue, mais pourtant, t'as l'impression d'être en milieu hostile constamment. T'as l'impression d'être soit tour à tour détesté, soit fétichisé. C'est hyper compliqué. C'est vraiment hyper compliqué. Mm. Et justement, on parle, c'est bien que tu as ramené le sujet sur la femme métisse. Moi, je me souviens quand j'étais à Cannes, je bossais pour Prada à Cannes et que je remontais sur Paris. À Ouais. côté de moi, il y a une métisse, elle était sénégalo-française. Elle avait plus de 70 ans, donc c'était Mhm. une dame âgée. Ouais. Et comme ça, on a parlé, tu vois. Elle m'a expliqué un peu ce que c'est que d'être métisse, ce fait de tout voir tout le temps
tout le temps s'expliquer sur ses origines, devoir tout le temps dire je suis ça, mais je suis aussi ça. Ouais. Finalement, pour toi, ça signifie quoi être métisse? Pour moi, c'est vraiment d'embrasser deux cultures. Parce que le métissage, enfin, être métisse, déjà, c'est pas une couleur de peau, contrairement à ce que Ouais. les gens pensent. Dans la tête des gens, je suis métisse, moi, et il n'y a pas d'autres métisses, en fait. Alors que tu peux être, par exemple, chinois, italien, tu seras métisse, en fait. C'est juste le mélange de deux cultures. Et surtout de les embrasser. Parce qu'encore une fois, je trouve que c'est facile de dire je suis métisse s'il y a une de tes cultures que tu n'aimes pas ou qui ne t'intéresse pas. Pour moi, il y a ça aussi qui va plus loin. C'est vraiment d'avoir réussi, tu sais, à unir cette dualité et à la vivre limite un peu tous les jours, tu vois. Mm. Et toi, t'es né en France, t'as grandi en France, Ouais. mais c'est quoi la relation que tu entretiens avec le Cameroun? Bah, via ma maman déjà, qui, tu sais, elle a un peu dans la famille, elle a cette fonction un peu de bibliothèque et de sage, tu vois. Elle raconte énormément d'histoires, elle est toujours prête et enclin à parler de son enfance, son adolescence là-bas et tout. Donc, ce qui fait que j'ai l'impression, même si j'y suis peu allée en fait au Cameroun, j'ai l'impression de vraiment le connaître via elle déjà. Puis après, il y a un truc tout bête que je dis aux gens en rigolant tout le temps, la relation avec la nourriture, c'est hyper important pour moi. D'avoir vraiment la nourriture du pays assez souvent dans mon assiette, c'est quelque chose dont j'ai besoin, parce que sinon je ne me sens pas bien. J'ai beau être née, avoir grandi en France, si j'ai pas les plats de chez moi assez souvent, c'est assez compliqué. Puis la musique aussi, ça aussi c'est primordial. Donc tu as tout ça en fait. Et en fin de compte, tu te rends compte que c'est pareil de mon côté pour la France. Donc tu as les deux qui sont vraiment ensemble, quoi. La culture, c'est important. Ouais. C'est quoi ton plat préféré du coup du Cameroun? Le ndolé. Y a pas photo, genre le plat national, ça semble simple, mais laisse tomber. Enfin, ce truc-là, je suis sûre, dans tous les cas, dès la grossesse, ma maman, elle devait en manger tous les 2 jours pour qu'on soit accro comme ça, mes frères et moi, mais le ndolé, c'est ma vie. C'est ma La vie. base, la base. Euh, Est-ce qu'un homme peut être féministe? Un homme doit être féministe. Pour moi, Merci. c'est, pour moi, c'est simple parce qu'en fait, le souci, c'est que les gens, quand ils pensent féministe, ils pensent les femmes au-dessus des hommes. Sauf que c'est pas ça. Le féminisme, c'est on veut de l'équité, on veut de l'égalité. Donc un homme doit être féministe. Sinon, c'est qu'il est tout à fait macho, en fait. En fait, c'est un combat si on regarde le, le discours et la manière dont il est traité par les médias, dans l'opinion publique. C'est un Ouais, média qui est souvent rattaché à les femmes, les fémènes qui se baladent, qui militent à leur manière. Mais exactement. c'est un combat qui doit tous nous concerner de la même manière que le combat contre le racisme. C'est un combat qui doit tous nous concerner. Exactement. T'as pas besoin en fait d'être la première personne touchée pour justement ressentir un minimum d'empathie pour l'autre. C'est à mon sens, ça me semble juste normal qu'un être humain qui souffre, ça te fasse quelque chose. Pourquoi les gens ont honte de leur physique? Ça peut être, en fait, les complexes, ils viennent de plein de choses. Dans tous les cas, c'est à cause de la société. Première chose, c'est sûr et certain. Ça peut être, c'est quand t'es petit, les insultes des enfants à l'école. Ça peut être tes propres parents qui te complexent. Combien de fois t'entends des remarques de tes parents? C'est même celles, je pense, qui font le plus mal. Et surtout à notre époque, les réseaux sociaux. Instagram, ça a créé tellement des nouveaux canons de beauté que le complexe, c'est devenu un truc tellement monnaie courante. C'est horrible, c'est horrible. Instagram, Photoshop, tous ces trucs-là, ça t'a créé des complexes, ça les a renforcés. Donc aujourd'hui, je pense que c'est surtout les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, Ouais, sachant que la beauté, c'est quelque chose qui est perçu comme objectivement. exactement. C'est-à-dire, on va donner un standard de beauté qui diffère d'ailleurs selon l'espace-temps dans lequel tu te trouves. Et là, Ouais, aujourd'hui, c'est un peu les standards beauté de la femme noire africaine avec des belles formes, des grosses exactement. lèvres, etc., qui changent. Mais comment, du coup, c'est toi ton conseil pour les gens qui ne rentrent pas dans ces critères-là et qui ont peut-être du mal à assumer leur corps, à aimer leur corps? En fait, moi, il y a deux choses que j'ai toujours dit. J'ai aucun problème avec la chirurgie parce que dans tous les cas, moi-même, j'ai déjà fait des injections à ma mâchoire, donc je vais pas commencer à dire aux gens, c'est pas bien la chirurgie, J'ai aimez-vous. lu un article dessus. Mais donc, avant d'y avoir recours, je préfère que les gens fassent ce travail qui est assez long, d'essayer quand même de s'aimer. Et pour ça, il faut commencer déjà à unfollow des réseaux sociaux les gens qui justement nous mettent cette pression. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai unfollow, c'est con, hein, toutes les mannequins Victoria's Secret que je suivais jusqu'ici, parce que c'est des filles, quand je regarde leurs photos, tout ce que je me dis, c'est je suis pas encore assez bien, je suis pas encore assez bien, tu vois. Si c'est une Kim Kardashian ou une Kylie Jenner qui justement te trigger et qui fait que tu as envie de changer ton nez, tu as envie de changer tes pommettes ou tes lèvres, il faut unfollow ces personnes-là. Tous les gens en fait qui font que tu es mal à l'aise, il faut les unfollow parce qu'il faut que tes réseaux sociaux déjà soient une safe place. Et c'est primordial. Déjà depuis que j'ai changé ça,
c'est hyper différent. C'est-à-dire que je ne me retouche plus en fait. Genre j'enlève juste mes cernes, et ça je suis hyper honnête parce que c'est les cernes et c'est relou. C'est tout ce que j'enlève sur mes photos. J'ai arrêté de retoucher tout le reste. S'il y a un petit bourrelet, s'il y a un tout petit peu de double menton ou quoi aux caisses, c'est pas grave. C'est comme ça et ce sera pas autrement. Donc ça déjà c'est le premier truc je pense qui est hyper important et ça va t'aider à faire un travail sur toi-même derrière. Donc là où quelqu'un va voir de la beauté, la personne juste à côté d'elle la verra pas obligatoirement et vice versa, tu vois. Donc pour moi, il y a de la beauté partout. Et c'est pour ça qu'il faut justement pas se comparer aux autres, absolument pas. Faut jamais se rabaisser parce que ce que tu trouves pas beau chez toi, ça se trouve une autre personne le trouvera magnifique, tu vois. Donc il y en a absolument partout et chez tout le monde. Autre question, sur tout ce qui se passe à Black Lives Matter. Ouais. On a vu beaucoup d'entreprises faire des posts en mode allez, Black Lives Matter, on soutient, on fait ci, on fait ça. Et derrière, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que dans les faits, c'est pas tellement ça. Et, j'ai même pas les mots en fait pour expliquer cette situation, cette lâcheté. Mais Ouais. comment toi, par exemple, dans tes partenariats avec les entreprises, Mm. est-ce que tu prends ce temps, est-ce que tu fais des recherches pour t'assurer que il y a quand même un respect de toute personne, que ce soit, on parle de racisme, on parle de noir, mais ça peut être aussi en termes de sexisme, en termes d'homophobie, etc., au sein de leur bureau. Ouais, j'essaye au maximum. J'ai une petite liste que je remplis justement la plupart du temps, c'est grâce à Twitter, quand tu apprends un nouveau scandale sur une entreprise. Donc j'essaye au maximum de gratter là-dessus et de fouiller. Déjà, première chose, de voir qu'ils ont eu des partenariats avec d'autres filles de couleur, avec des filles ou même des garçons hein, racisés, pour en être sûr déjà de cette chose-là. Puis après, si jamais il y a des petites stories ou des photos de leurs équipes, de voir aussi que c'est représenté à ce niveau-là. Parce que par exemple, récemment, bon, on avait entendu tout le scandale sur le slip français qui avait eu le culot de me contacter, entre autres, pour un partenariat après tout ce scandale, tu te dis, ouais, c'est rigolo, mais juste 2 secondes, quoi. Hum, Très important. Surtout, on entend beaucoup d'histoires qui disent que les influenceuses, selon qu'elles sont noires ou pas, ne vont pas être payées de la même manière. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi? Alors, malheureusement, tu peux jamais le savoir. Dans le sens où, entre influenceurs, les gens aiment pas parler chiffres. Je pense que c'est un truc de français, surtout, Ouais, ça. surtout de français. Parce qu'en ayant rencontré des influenceuses londoniennes, new-yorkaises et de LA, c'est pas la même chose. Justement, au contraire, ils sont fiers de ce qu'ils gagnent parce qu'ils le gagnent par leur travail et ils sont auto-entrepreneurs. Donc déjà, tu auras du mal à trouver une personne qui va oser te dire combien elle a été payée. Mais si tu en trouves, ce qui m'est arrivé 2, 3 fois quand même, tu es là en train de te dire, attends, est-ce que vraiment le fait que j'ai par exemple 10 000 followers de moins sur Insta, ça peut justifier que je sois payée genre quand même à 1 500 € de moins? Est-ce que vraiment? Et donc le problème c'est ça, c'est tu ne sais jamais et quand les agences tu leur demandes, ils te diront telle personne elle a plus d'engagement que toi ou quoi qu'est-ce, il y a toujours énormément de mensonges qui sont prêts. Mais le problème déjà c'est de réussir à percer cette bulle-là pour savoir ce qui s'est passé derrière. Parce qu'on sait que c'est une réalité. Sinon, ce sujet serait jamais arrivé sur la table. Mais le problème, c'est que tu peux jamais être au courant vraiment rapidement. C'est déjà bien trop tard, voire genre 1 an après quand l'info arrive à tes oreilles. C'est clair. Et tu as utilisé le mot réalité, ça me fait penser à quelque chose. C'est Rokhaya Diallo qui disait que, voilà, elle, son combat, c'était d'aller expliquer à des gens qui n'ont jamais vécu ce qu'elle a vécu ou ce que nous vivons en tant que personnes de couleur, Ouais. elle en tant que, en plus, femme noire En en plus. France, et d'aller expliquer ça à des gens qui vont dire non, c'est faux, alors que c'est pas leur réalité en fait. Et Exactement. toi, vu que tu t'exprimes beaucoup sur plein de sujets qui te Mhm. concernent, comment tu réagis face aux commentaires de personnes qui n'ont totalement jamais vécu ces sujets-là? En fait, tu as toujours 2 types de personnes avec ce genre de réaction. Tu as soit le facho de base, et ça, tu t'en rends compte soit à son pseudo, soit photo de profil ou dans sa bio. Donc, ceux-là, j'essaye même pas en fait de discuter avec parce que je sais que ce sont les trolls d'Internet. Tu les bloques et tu passes à autre chose parce qu'ils polluent l'atmosphère. Ou tu as la personne qui a besoin d'être éduquée. Et ces personnes-là, je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps de leur expliquer tout ça, de leur expliquer par exemple que le racisme anti-blanc n'existe pas, que certes, des personnes blanches peuvent vivre de la discrimination à des moments précis, à des endroits précis. Et donc, tu sais, tu vas essayer d'engager le dialogue. Si tu vois que la personne est vraiment butée, t'abandonnes tôt ou tard. Mais franchement, j'ai eu une majorité de personnes ouvertes et qui ont fini par changer d'avis et même carrément par éduquer d'autres personnes de leur entourage plutôt que des personnes butées qui servent à rien et dont j'ai abandonné le cas en fait. Donc j'essaye surtout ce petit truc d'éducation, même si je suis pas la mère de tout le monde ni la prof de qui que ce soit, mais l'air de rien, en fait, tu as envie que les gens te comprennent. Donc tu vas quand même faire ce travail-là. C'est ça. Et est-ce que tu fais le tri parmi tes amis?
T'es obligé. T'es obligé parce que tôt ou tard, le problème, c'est que quand tu vois que les personnes partagent pas du tout les mêmes combats et que ça les intéresse même pas, en fait, tout compte fait. C'est surtout ça les intéresse même pas, t'es obligé. T'es obligé d'écarter certaines personnes, malheureusement. Même si ça fait plusieurs années que c'est autour, t'es obligé. T'es obligé. C'est clair. Et là, on a parlé des amis. Si on parle des artistes, on va aller clairement. Ouais. R. Kelly, cancel ou pas cancel? Cancel à 1000%. Kanye West. Écoute, j'attends la fin de l'affaire parce que je sais pas si t'as vu des tweets récents. Apparemment, en fait, le monsieur était un sous-marin pendant tout ce temps et tout son rapprochement de Donald Trump et de tout le mouvement MAGA, c'était justement pour réussir à avoir du support de son côté pour lui faire des choses pour la communauté noire. Et il y a des preuves qui sont en train de sortir. Et je me dis, donc, attends, on va pas cancel Kanye, tout compte fait. Il y aura pas de vidéo pourquoi je déteste. Parce que si c'est un travail de longue haleine et de plusieurs années qu'il a fait uniquement pour la communauté noire, waouh. Donc j'attends de voir. J'attends encore Ouais. quelques mois que tout sorte pour voir pour Kanye. Et de toute façon, venant de Kanye, plus rien ne m'étonne Oui, plus rien ne m'étonne, exactement. Kanye. C'est On va continuer. Doja Cat, cancel ou pas cancel? cancel. Cancel, on est obligé. On est obligé. Juste pour nous, on est obligé. Ces sons sont géniaux, il n'y a pas de souci, mais on est obligé. C'est voilà. C'est pas trop d'aliénation, c'est pas possible. Polanski, cancel ou pas cancel? À 10 000%. Alors lui, il n'a jamais été validé de mon côté, donc voilà. Qui avait qui d'autre? Naomi Campbell, cancel ou pas Ouais, cancel? faut la cancel. Ça a mis du temps, ça me fait très mal, mais il faut la cancel. C'est pas une bonne personne. Donc, faut la cancel. C'est clair. Et il y avait celle de. Comment elle s'appelle? Qui a fait. Oh, je vais me faire insulter. Celle qui a fait tous les Harry Potter. J.K. Rowling, J.K. Rowling. très difficile. J'en parlais justement avec une de mes potes lors de la dernière manif. C'est hyper difficile parce que si elle, on la cancel, est-ce qu'on doit cancel Harry Potter en soi-même? Parce que tu as tout le cast qui justement s'est levé pour venir à l'encontre de ses propos contre la communauté transgenre. Donc, est-ce qu'on la cancel elle? Est-ce qu'on cancel les films? Là, c'est difficile. En plus, en tant que fan, je t'avoue que je sais pas encore quoi faire. Je l'ai unfollow de tous les réseaux sociaux pour plus jamais voir ce qu'elle dit, mais c'est hyper difficile. C'est chaud, c'est chaud. Hein. En fait, on revient à ce débat entre l'artiste, l'œuvre. Est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste? Ouais. Très compliqué. C'est le débat sans fin parce que tu as envie de dire non vu que c'est la même personne. C'est comme je disais aux gens, le Chris Brown qui a frappé sur Rihanna, qui a poussé Caro Echetra dans des escaliers, qui a envoyé des menaces de mort à Kelani, c'est le même Chris Brown qui est rentré en studio pour vous faire tous ces sons en fait. Il n'y a pas eu de dédoublement de personnalité. Donc en fin de compte, il faut pas. Mais après, quand tu arrives sur certains cas, tu te dis oui, mais en fin de compte, mais nan, 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 nan. Donc ouais, c'est un truc difficile, mais je pense qu'il faut pas séparer. À la fin, moi, je pense qu'il faut pas séparer, sinon, je fais des exceptions tout le temps en fait. Oui, sachant que l'artiste se nourrit de l'homme, il met tout le monde, enfin, en tant qu'auteur, même si je suis pas best-seller New York Times, je mets de ma personne dans mes écrits, c'est indéniable. Donc on peut pas séparer l'homme de Exact. l'artiste. Sûr et certain. Chris Brown, tu cancel du coup. Ah, tellement. Oh là là, ça fait longtemps. Depuis qu'il a levé la main sur Rihanna, je l'ai cancel. C'était difficile parce que j'étais fan, je me rendais au concert et tout. Mais ouais, cancel depuis l'épisode de Rihanna. Est-ce que toi, tu peux expliquer aux gens qui peut-être se posent la question pourquoi c'est important de dire Black Excellence et pourquoi surtout c'est pas une menace pour les autres? Bah déjà, c'est pas une menace parce que si c'est une menace, ça veut dire qu'on est des suprémacistes noirs et c'est pas ce qu'on veut. On n'a pas envie d'inverser la tendance de la suprématie blanche. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être les égaux. Le Black Excellence, c'est hyper important parce que justement, on n'a pas assez de rôle modèle. On n'a pas assez de personnes. J'ai pas assez. Je peux même pas te citer 10 journalistes noirs, par exemple, sur des chaînes principales. Je peux pas te citer 10 hommes politiques noirs en Occident. On a besoin de ça justement. On a besoin de personnes dans le Black Excellence qui sont au-delà de juste des chanteurs et des danseurs. On a besoin d'exemples dans tous les domaines. On a besoin de businessmen et businesswomen qui soient noirs. On a besoin de scientifiques qui soient noirs. On en a besoin parce que le souci, c'est que quand tu es petit, que tu te forges, bah, tu te rends compte qu'en fait, t'es pas représenté. T'es nulle part. Et sauf que comme on dit en anglais, t'as personne to look up to.
Et c'est hyper difficile de te construire quand tu n'as pas ça au-dessus, quand tous ces exemples justement sont blancs. Donc ça, c'est primordial en fait. C'est primordial qu'on ait enfin cette représentation dans tous les domaines et dans l'excellence justement, pour pouvoir enfin redorer notre blason, si on peut appeler ça comme ça. Mm. Et c'est très important ce que tu as dit. Tu t'as dit qu'on n'est pas seulement des artistes et des footballeurs. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de dire que pour beaucoup de personnes, black, noir, c'est Ouais, égal entertainment, exactement. direct. C'est une vérité. C'est-à-dire, et c'est même une matrice dans laquelle on rentre hein, quand on est jeune. Tu te dis, bah, moi, si je suis pas footballeur ou rappeur, je vois pas Ouais, ce que je peux être. exactement. Ouais. Est-ce que toi aussi, tu as eu à un moment donné dans ta vie cette vision-là, à te dire que ouais, faut que tu sois dans un domaine artistique plutôt que les domaines classiques? Ah mais oui, à 1000%. À 1000%, moi, c'était, vu que c'était l'athlétisme pendant 11 ans, pour moi, c'était ça, tu vois. Et je le voyais même là-bas, vu que j'étais dans la Ligue d'Île-de-France, t'étais à 90% sur du public noir. Parce que c'est ancré dans nos têtes, en fait, que c'est là qu'on doit se développer. Et je le voyais quand t'arrivais sur du niveau, quand même, qui venait en semi-pro, t'étais encore que sur un public noir, parce que t'es en train de te dire que oui, c'est là que je dois trouver un métier. Et à ce moment-là, tu es en train de te mettre la pression de te dire il faut que je réussisse là-dedans, parce qu'en fin de compte, les études, c'est pas vraiment pour nous, parce qu'en fait, on nous le dit pas. C'est ça le problème. C'est danse, rap et tais-toi, en fait. Ça s'arrête à là. Et donc, ouais, j'ai eu ce passage-là avant de me dire mais qu'est-ce que tu racontes, en fait? Après, genre, le réveil en mode mais qu'est-ce que tu racontes? T'as des super bonnes notes, ton cerveau, il marche super bien, mais tais-toi. Donc, t'as vu le film La vie scolaire? Non, 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 on m'en a beaucoup parlé en bien, mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai Ah, pas vu. pas de spoil. Mais il y a un passage où justement le prof de maths donc, qui essaye d'expliquer à ses élèves qu'ils sont très intelligents et qu'ils peuvent faire de grandes choses et que la phrase typique, moi j'ai déjà fait mes études, j'ai déjà mon boulot, là c'est pour vous. Voilà. Et tu as un élève qui lui répond, franchement monsieur, vous voyez des architectes, etc. Abdoulaye avec son grand corps, il a une tête d'architecte. Et il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ne se rendent pas compte Mm. de cette matrice dans laquelle les enfants sont mis. Ouais. Euh, Totalement à leurs dépens et que c'est un réel sujet encore aujourd'hui. Il y a Ouais. beaucoup d'enfants, Mhm. en particulier les Noirs et les Arabes, venant des quartiers populaires, qui ne voient pas en l'école le Ouais. chemin de leur réussite. Ouais. Pour eux, c'est obligatoirement déjà quand tu es un jeune de cité, c'est beaucoup par le foot. Après, on parlera même pas de commerce parallèle, tout ce qui est le deal ou quoi au caisse. Mhm. Mais ouais, pour beaucoup, en fait, c'est mis dans nos têtes parce que t'as pas cet exemple. T'as pas ces personnes-là. Tout bête, t'as pas un prof souvent qui est noir, tu vois. C'est un truc qui est hyper bête, hein. Si t'as un prof qui est noir, tu vas pouvoir te dire, tiens, c'est un truc qui peut être pour moi. Donc les études, ça peut être pour moi. C'est quelqu'un à qui tu seras confronté tous les jours qui va te faire comprendre, ne serait-ce que visuellement, que oui, t'as ta place ici, en fait. Et ça, c'est des trucs, mais laisse tomber. Les gens ne se rendent vraiment pas compte que la représentativité, ça fait tout dans la construction d'un être humain. Mhm. C'est vrai. Et toi, comment, par exemple, comment est-ce que nous, à notre échelle, on pourrait lutter contre ce problème? Bah, c'est hyper difficile. Nous, déjà, bien sûr, c'est selon nos cursus, c'est de continuer là où on est et d'aller le plus loin possible et pas de s'enfermer obligatoirement dans des domaines qui sont hyper clichés. Mais derrière aussi, je pense que c'est créer du contenu et des plateformes pour que les plus jeunes puissent se rendre compte qu'il y a des personnes comme eux qui sont là et qui en ont fait des choses, tu vois. Je sais pas précisément quel type de plateforme et comment créer ça, mais il faut qu'il y ait un truc qui soit fait. Pas obligatoirement que parler à ton petit cousin et lui dire oui, alors moi je connais quelqu'un qui travaille dans un labo et qui est noir, tu vois. Ça, c'est trop brut de décoffrage, pardon. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place pour que, en tant que petit, dans la diversité, tu puisses te rendre compte que, ouais, en fait, il y a un gars ici qui s'appelle Mohamed et qui travaille dans tel domaine, il y a ici une fille qui s'appelle Fanta qui travaille dans tel domaine et qu'en fait, t'es plus de barrière. Je sais pas encore comment ça peut être créé parce que le souci, c'est que ça va mettre du temps. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et bienvenue chez Cam. Tadam. Tintalin. Bon, sinon, tu te vois où pas dans 10 ans, dans 2 ans, tu te vois où? 2 ans, c'est loin et c'est court, hein. Parce que dans 2 ans, en vrai, j'aimerais te dire que je ne me vois plus en France. J'aimerais soit être à Londres, soit être à New York. Première chose, déjà, j'aimerais ne pas être en France. Après, si jamais je suis ici, ça veut dire que c'est des choses importantes qui m'auront stoppé ici. Pas ma chaîne YouTube, parce que ça, je peux le faire de partout. C'est-à-dire que j'aurais lancé un autre projet. J'aurais lancé quelque chose derrière, une entreprise ou quoi au caisse, et que c'est ça qui m'aura retenu.
Donc, pour l'instant, j'ai pas d'idée concrète, mais si je suis en France, c'est que j'ai un gros projet. Et si je suis à l'étranger, c'est que j'ai enfin réussi à fuir vers de nouvelles aventures.